Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis accompagné de Madame Joanne Fontaine. Nous sommes deux citoyens et Madame Fontaine est une mère de famille de 3 enfants et nous allons nous demander ensemble qu'est-ce qui se passe quand une mère de famille de 3 enfants est victime de racisme. Et oui, en tant que Québécoise, au Québec, on peut être victime de racisme et lorsque les assureurs, suite à une maladie, refusent d'indemniser la personne. Alors, à bientôt. Madame Fontaine, Oui, vous aviez 55 ans et vous étiez dans votre 30e année de carrière quand les pépins sont arrivés. Expliquez-moi donc ce exactement. qui s'est passé. Ben, écoutez, j'essayais de concilier la question travail-famille, et puis c'était de plus en plus difficile dans la communauté où j'étais. D'abord, du point de vue professionnel, je me suis j'avais l'impression d'être mise sur une liste noire. Donc, Alors, ça rendait ma pratique assez compliquée. et vous étiez notaire, hein? Oui, j'étais notaire. Donc, j'étais boycottée par ma caisse populaire locale, qui est le principal fournisseur de travail. Alors, la survie était devenue extrêmement, comment dire, difficile et précaire. Et puis, à un moment donné, là, je me suis retrouvée dans un état où vraiment je pouvais plus là, rencontrer les obligations de ma profession. Et Donc, puis vous c'est à ce étiez, moment-là que j'ai fait une réclamation auprès de l'assureur. ok, donc vous aviez d'abord un burn-out, puis ensuite, ce qu'on pourrait appeler un choc post-traumatique, là, parce que vous n'arriviez plus à concilier votre rôle de mère monoparentale avec 3 enfants métissés, et vous subissiez énormément d'exclusion dans votre milieu parce que c'était des enfants métissés. Donc, vous avez subi, vous et vos enfants, du racisme pur et simple. Oui, oui, on a subi le racisme, ça c'est clair. Euh, à l'époque, c'était pas quelque chose que j'arrivais à déceler, mais après coup, c'est clair que l'exclusion venait d'une forme de discrimination qui Okay? était pratiquée à mon endroit et à l'endroit de mes enfants. Quand on est en burn-out, quand on est dépressif, quand on perd nos repères par rapport au réel, là, et quand on a la difficulté à rejoindre les deux bouts parce qu'on a des difficultés financières à la fois, puis des difficultés organisationnelles, quand on n'a plus la collaboration en tant que notaire avec les institutions bancaires qui sont locales, on vient vous couper les livres à ce moment-là. Complètement, oui, absolument. Vous cernez parfaitement le problème. Alors, c'était une situation où j'étais comme acculée au pied du mur, et puis là, je voyais plus de solution. Là, à 55 ans, aller travailler ailleurs, faire autre chose, pour moi, ça faisait plus partie du champ des possibles. Alors, je me suis tournée euh, vers l'assureur, puis c'est à ce moment-là que j'ai présenté ma réclamation après avoir rencontré un médecin. Et quelle a été la réaction de l'assureur par rapport au fait que vous étiez malade, vous étiez en burn-out, donc c'était pas seulement des problèmes de famille, là. Et c'est sûr qu'on a des problèmes d'organisation de famille, c'est sûr qu'on a des problèmes professionnels, et c'est ce qui amène un burn-out ou une dépression. Mais quelle a été la réaction de l'assureur par rapport à votre réclamation, parce que vous étiez en burn-out, parce que vous étiez en dépression, suite à ce qui vous arrivait?
La réaction en a été une de refus, là, systématique dès le début. On n'a pas considéré que j'avais une condition médicale qui justifiait la réclamation. Puis on m'a laissé entendre qu'il s'agissait de problèmes de famille, puis ça n'avait aucun rapport avec la condition médicale qui peut donner ouverture à une indemnisation en matière d'invalidité. Donc, privé de revenus, vous êtes tombé en état de choc, là. Parce que dans la Je pyramide de l'étais Maslow, déjà. vous l'étiez déjà Je en plus. l'étais déjà, mais là, évidemment, là, je me suis retrouvée complètement privée de revenus parce que j'ai démissionné de mon ordre professionnel et puis j'avais aucune autre façon de subvenir à mes besoins, pas ceux de ma famille. Alors, écoutez, ça a été le début d'une espèce de descente aux enfers, là, ou la continuation d'une descente aux enfers. J'ai perdu ma maison, tout ce qui me permettait de vivre, et puis je me suis retrouvée à la rue, tout simplement. Incroyable. C'est incroyable. Je m'adresse à vous, citoyens et citoyennes, pour voir ici dans quel état cette citoyenne était. On parle d'une professionnelle. Dans sa 55e année de vie, dans ses 25 années de souscription à un assureur, dans sa 30e année de carrière, avec 3 enfants métissés, on subit dans le patelin une espèce d'exclusion qui est larvée, hein, ce racisme-là, c'est larvé, c'est pas évident, c'est pas écrit dans les yeux des gens ou dans leur front. Et finalement, on perd de la clientèle, on n'est plus capable d'avoir aussi des ententes avec les institutions financières. Imaginez un notaire qui est privé d'entente avec les institutions financières. Et finalement, on est obligé de démissionner de son poste. Et là, on se retrouve avec le cas de la pyramide de Maslow. Hein. On se rappelle que Maslow a dit que dans la vie, si on ne remplit pas les besoins fondamentaux, qui sont les besoins de se nourrir, de se loger, s'abriter, d'avoir un emploi, d'être capable finalement en tant que chef de famille de nourrir nos enfants, de prendre soin d'eux, de les élever, de s'assurer à leur éducation et tout ça. Et là, on tombe très vite dans une espèce de panique intense, oui, qui est paralysante, qui est très, très, très dommageable pour votre santé mentale et votre santé physique aussi, parce que tout se suit. Hein, quand la santé mentale est plus bonne, et à ce moment-là, on tombe en dépression et on perd les moyens physiques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence de ce refus de l'assureur-là? Et je vous rappelle, citoyens et citoyennes, que l'assureur, là, le principe, on se le dit encore, là, et on se le répète, je paie mes prestations d'assurance. L'assureur m'assure. Je suis malade. L'assureur m'indemnise. Et quand des assureurs, et ce n'est pas le premier cas que je vois comme ça, refusent d'indemniser la personne qui est malade, et à ce moment-là, on empire, surtout si c'est un problème de santé mentale comme un burn-out, on empire l'état de la personne parce qu'on crée des problèmes de sécurité fondamentale. Là. On ne sait plus comment on va manger, on ne sait plus comment on va se loger. Alors, à ce moment-là, c'est catastrophique. Quelles ont été les conséquences sur votre santé physique et sur votre état aussi, là? Est-ce que vous avez pu conserver votre maison? Oh non, 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 ma maison, je l'avais vendue à peu près 1 an avant que les événements se mettent en place parce que j'arrivais plus à rencontrer mes obligations. Mon état psychique, évidemment, était délabré. Je vivais dans une espèce de stress permanent qui faisait que j'étais peut-être moins performante. J'ai changé dans la période qui a précédé ma réclamation à l'assureur puis la cessation de mon travail. J'ai changé de localité pensant améliorer ma situation, mais alors je me suis retrouvée à aller pratiquer dans un petit village là, au nord de ma région où j'avais une consoeur qui avait décidé de partir. Alors j'ai pris son bureau, convaincue que les choses iraient pour le mieux, mais dans une région donnée, une fois une personne ou une personnalité est ciblée, c'est très difficile d'effacer là, ce qui se dit. Alors, j'ai pas amélioré ma situation en allant dans ce village-là. Au contraire, je pense que je l'ai empiré. Mon fils a subi
énorme. Mon fils, qui était très jeune, depuis le troisième, a vécu lui-même la discrimination. Il a été accusé au criminel d'avoir commis, à l'âge de 12 ans, d'avoir commis des actes, en tout cas un acte réputé criminel. Il a été placé en DPJ. J'ai été considérée comme une mère quasiment abusée dans les rapports. Alors, vous vous sentiez comme une mère indigne, une mère Oui, inefficace, complètement. un fils accusé au criminel, pas capable de remplir vos obligations, et vous avez été aussi stigmatisé parce que la maladie mentale, l'inefficacité d'être capable d'accomplir nos tâches correctement, le fait que au niveau professionnel, vous étiez plus capable non plus de suivre, à ce moment-là, on est stigmatisé. Et la Complètement. stigmatisation, ça vous a mis à part. Vous étiez à part de votre communauté. Oui, 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 j'étais complètement à part. J'ai vécu, je me souviens d'avoir vécu dans mon petit bungalow de banlieue avant d'aller vivre dans un petit village, euh, une dizaine d'années avec mes enfants, complètement seule. Je pratiquais dans le sous-sol de bungalow en question. Pendant 10 ans, j'ai été isolée socialement, mais totalement. Les enfants, j'ai même un peu de difficulté à comprendre comment mes enfants ont pu survivre à ça, parce que un enfant, ça s'élève pas en dehors de la communauté. Et nous, c'était le sort qui nous était fait. Alors, non, ça a été des années difficiles, et puis finalement, c'est ça, 3, 4 ans plus tard, c'est là que j'ai rendu les armes, là, puis là, j'ai dit non, c'est plus possible, je peux Et plus là, vous continuer. vous êtes retrouvé comment? Est-ce que vous avez perdu votre logement? Ben, j'ai vendu ma maison à peu près un an avant ma réclamation. Je me suis installée dans un village. Là, je louais un condo, je louais un nouveau bureau. Alors, évidemment, quand j'ai cessé de travailler, là, j'ai dû rendre le condo que je louais, rendre le bureau que je louais, et puis je me suis retrouvée seule avec mon auto, Sans abri? sans abri. Non. C'est incroyable. J'aimerais que citoyens et citoyennes vous portiez attention à ça. On a un cas très simple au niveau légal. Je paye, mon assureur m'assure. Je tombe malade, que ce soit une maladie physique ou mentale, mon assureur m'indemnise. Et ça m'évite, surtout quand on est en burn-out ou on est en dépression, de devenir à ce moment-là nécessiteux, nécessiteuse. Et là où les besoins fondamentaux n'étant plus accomplis, on soit plus capable de garder notre logement, de garder notre auto, de garder notre maison et même de garder le logement qu'on a loué. Et vous voyez comment la décision d'un assureur, techniquement, là, de dire vous avez payé pendant 25 ans, mais nous, on considère que vous n'avez pas de maladie mentale, madame. Vous avez un problème de gestion de famille. Vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre famille. C'est des problèmes familiaux que vous avez, madame. Et C'est de là, votre faute. c'est de votre faute, dans le fond. Hein? On est coupable C'est de ça. tomber malade. Puis là, face à l'assureur, il y a toute une dynamique qui s'installe de rapport de culpabilité et de rapport d'abuseur ou d'abuseuse potentielle. C'est-à-dire que là, je suis plus rendu la personne malade, mais la personne qui exagère, qui se sert de ses problèmes familiaux pour essayer de se faire payer par l'assureur. Et ça va plus loin. C'est-à-dire que l'assureur devrait savoir que c'est quasi criminel là, de s'en prendre à quelqu'un qui est malade à ce point-là, parce qu'à ce moment-là, ça a détérioré votre situation, ça a détérioré aussi la qualité de vie de vos enfants, et vous vous êtes retrouvés toute seule avec votre auto. Oui, c'est ça. Qu'est-ce Parce qui que, s'est passé par la ben, suite? c'est que finalement, j'avais même pas droit à l'aide sociale. Parce que après avoir fait une demande, on m'a répondu que j'étais pas éligible vu que j'étais assurée. Alors, il fallait que je poursuive ma réclamation, puis que Donc, je, c'est important, ça, citoyen, que vous reteniez ce que madame dit, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'aide sociale disait, et c'est un peu encrypté dans la loi de l'aide sociale, qu'on doit prendre tous les recours qu'on doit prendre au niveau légal, qui ne sont pas ceux de l'aide sociale, avant de recourir à l'aide sociale. Donc, madame était assurée, l'aide sociale reconnaissait que madame était assurée. Donc, l'aide sociale, eux, se disaient, ben, écoute, que madame se fasse indemniser par son assureur. Elle a le droit d'être indemnisée. Regardez comment la double injustice qu'impose l'assureur à sa cliente à ce moment-là est grande, puisque ce refus de reconnaître
l'invalidité de madame, parce que c'est une invalidité qui est temporaire. Puis, une fois que madame se serait soignée, elle aurait pu reprendre son travail. Mais là, on en arrive à être sans abri. On tombe de assuré qui paye pendant 25 ans à sans-abri et même pas de recours à l'aide sociale. Parce que l'aide sociale, elle, reconnaît que c'est pas logique, après 25 ans de cotisation à une assurance, de ne pas être assuré et de ne pas être indemnisé. Et ils se disent, faites-vous indemniser. Et comme madame n'a plus de recours, et vous savez, souvent ça joue à l'inverse. Hein. Vous êtes une notaire, donc elle est forte, elle est capable, elle connaît les lois, c'est la notaire. Quand ça s'arrange. Et quand on est malade, on les a pas, ces recours-là. On n'est pas le secouriste de notre propre cas quand on est en détresse. Hein, c'est pour tout le monde, ça. Alors, à ce moment-là, ça a été mal. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que vous avez perdu la garde de vos enfants? J'avais un fils qui avait été placé en DPJ, le plus jeune. Mon autre fils a décidé il a abandonné ses études, il a quitté le Québec pour se réfugier, enfin, euh, se réfugier en Colombie-Britannique, où il se trouve encore, là, après une quinzaine d'années. Et puis, ma fille, qui terminait ses études universitaires, est revenue auprès de moi. Et puis, elle a vécu les conséquences de ma situation d'une façon assez intense. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous vous en êtes sorti. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quel est le déclic qui a fait que finalement, malgré toutes ces épreuves-là, vous êtes ici aujourd'hui, vous parlez aux citoyens et vous les conscientisez face au danger de l'errance des assureurs, face à l'indemnisation lorsqu'on a un problème de santé? Ce qui est arrivé, c'est que finalement, au terme des 3 années, là, parce qu'il y a un délai de prescription pour poursuivre un assureur qui est de 3 ans, au terme de 3 ans, le recours est perdu. Le recours contre l'assureur est perdu. Donc, j'ai finalement obtenu des prestations d'aide sociale. Je me suis installée dans un petit village, là, vraiment, où j'avais une vie qui me coûtait très, très peu cher. Et puis, j'ai passé plusieurs années dans ce village-là, ce qu'on peut appeler la simplicité volontaire ou involontaire. Mais en tout cas, j'ai passé 7 ans toujours dans la même région, à subir toujours les mêmes colibets. Et puis finalement, après un certain nombre d'années, je suis venue m'installer à Montréal. Les circonstances ont fait que j'ai pu m'installer à Montréal, me trouver un petit logement. Et puis depuis que je suis à Montréal, je me sens beaucoup mieux, je me sens je vis plus évidemment le boycott que je vivais dans ma région d'origine, ce qui fait du bien de rencontrer des gens qui sont pas nécessairement fermés à soi. Alors, ça a été un jour à la fois, hein, ça a été un jour à la fois, ça a été beaucoup de travail sur moi-même aussi, pour retrouver je sais pas, retrouver un peu l'estime de moi-même, qui j'étais. Et évidemment, n'ayant plus à performer au point de vue professionnel, j'avais plus de temps à me consacrer à moi-même, ce que j'avais pas du tout pendant ma période de pratique active. Là. Pendant plus que 30 ans, là, j'avais pas beaucoup de temps à me consacrer à moi. Alors, ça a été ça un peu mon cheminement. Merci énormément pour ce témoignage-là. Citoyens et citoyennes, vous avez vu ici comment la vie d'une notaire, donc d'une professionnelle, s'est détériorée face au refus d'indemnisation d'un assureur, au point où sa vie s'est déstructurée. Vous avez vu aussi comment le racisme systémique, quand il est vécu en région, rend la vie d'une personne totalement honnête, totalement dévouée pour ses enfants, très difficile. Comment on stigmatise le fils de 12 ans qui a été stigmatisé comme un criminel, madame qui a été stigmatisée comme une mauvaise mère, une mauvaise notaire, une femme qui couche avec qui ses enfants
sont de couleurs différentes. Donc, à ce moment-là, une mauvaise femme, alors que toutes les personnes de toutes couleurs ont la même importance sur Terre. Donc, il n'y avait aucune raison là-dedans pour que madame subisse autant de discrédit que cela. Alors, j'espère que ce témoignage-là vous a aidé à comprendre comment est-ce qu'on doit s'opposer à un assureur qui ne collabore pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organismes maintenant de défense et promotion des droits en santé mentale qui vous accompagnent, qui vous permettent de vous trouver un avocat et qui vous permettent de vous défendre. Que vous soyez notaire, avocat, médecin, que vous soyez journalier, que vous soyez mère de famille qui est entièrement dévoué à l'occupation des enfants, ce n'est pas différent. Vous devez comprendre que ces gens-là ont besoin d'être accompagnés légalement pour être aidés. Alors, je vous invite les gens sur YouTube à nous faire part de vos témoignages, à réagir aux témoignages de Madame Fontaine et à considérer aussi la possibilité, venez me voir, contactez-moi, on fera une vidéo sur votre cas, parce que je pense qu'il faut que nous, les citoyens, nous mettons ensemble pour faire changer l'attitude des assureurs. Madame Fontaine, oui. Je vous remercie énormément pour le témoignage que vous avez rendu. Vous aidez énormément de personnes qui sont dans le même cas que vous. Et si vous subissez du racisme, venez nous voir, on fera une vidéo sur ce que vous avez subi. Et si vous subissez des difficultés face à un assureur, venez nous voir aussi et on va conscientiser peu à peu la population. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Castonguay, merci.